manière-là et j'espère que ça se passera bien. Le titre a été choisi au moment où commençait le Covid, donc les choses ont quand même un peu changé depuis. Je vous présente en quelques mots l'organisation, le thème de la conférence et la manière dont je vais la détailler. Ce qui m'avait intéressé, c'est qu'entre 2017 et 2019, il y a eu plus de 15 élections présidentielles dans les 28 pays d'Amérique latine, hein, et qu'à cette occasion-là se sont effacées des grandes figures des années 2000, des gens de gauche, qualifiés un peu facilement de populistes. Ces gens-là ont été chassés par des électeurs mécontents, hein, et on a le cas d'un certain nombre de présidents qui ont dû quitter le pouvoir, comme Evo Morales, hein, premier président indien d'Amérique latine, tout simplement parce que la région connaît une réelle dépression économique depuis 2014. Hein. Sa croissance économique s'effondre, on ne dépassera plus jamais les 1% de croissance, moins quelquefois. Alors cet effondrement économique ou cette dépression en moins a quand même trois conséquences majeures. D'abord, la remise en cause des progrès sociaux spectaculaires qui avaient été acquis pendant les années 2000-2014 sous ces hommes politiques, sous ces populistes de gauche. Hein. Ils avaient été absolument spectaculaires, et ceci grâce à une croissance de pratiquement 10% du PNB chaque année, croissance fondée sur l'extraordinaire demande mondiale de matières premières, au premier rang desquelles la Chine, hein, bien évidemment. Donc voilà ces leaders populistes les plus connus d'entre eux, ou trois des plus connus d'entre eux, du moins dans la partie haute de l'écran lui-même. L'autre réalité, c'est la crise très violente que la région connaît depuis l'été 2019, et notamment, vous avez une carte qui s'affiche, les manifestations d'octobre 2019, hein, de protestation contre tous les gouvernements spectaculaires, Chili, Équateur, Argentine, Bolivie. Même en Argentine, les péronistes reviendront au pouvoir, si vous voulez, à cette occasion-là dans les élections qui suivent, tout simplement parce que de la part de tous ceux qui avaient largement profité de la prospérité, ce qu'on appelle en Amérique latine classe moyenne, hein, c'est un terme qui est générique depuis près d'un siècle, de la part de cette nouvelle classe moyenne, il y avait la réelle peur de retomber dans la pauvreté. Hein. Et c'est le cœur de ces grandes manifestations. Ce n'est pas une manifestation style gilet jaune, c'est des gens qui avaient connu justement une sortie de la pauvreté et même une forte évolution sociale qui se sentaient menacés par l'effondrement de la prospérité de ces régions-là. Donc une crise violente qui a été suivie, vous le savez comme moi, très brutalement à partir du mois de mars 2020 par le choc de la pandémie qui a frappé plus peut-être l'Amérique latine que les autres continents. On a pratiquement 1 million de morts actuellement sur le continent américain, dans 600 000 en Amérique latine, plus que l'Europe. Vous avez tous vu ces images aussi bien des morgues équatoriennes au printemps que de l'hôpital de Manaus, si vous voulez, très récemment. Tout simplement, l'État est faible en Amérique latine, il n'a pas beaucoup de ressources, donc le système sanitaire est relativement délabré sur place. La troisième dimension intéressante, c'est qu'en 2018, ont été élus deux personnages dans les deux États les plus importants d'Amérique latine, qui sont vraiment des populistes, mais très difficile de savoir si ce sont des populistes de droite ou de gauche. On verra que la distinction n'est pas toujours à faire. Vous vous souvenez de l'élection d'abord de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hein, vieux candidat de gauche d'abord à la ville de Mexico, puis plusieurs fois à l'élection présidentielle qu'on lui avait volé la fois précédente d'après lui. Lui, il peut être qualifié de gauche, du moins par son origine idéologique. Et le second, c'est Bolsonaro, lui, qui n'a rien de gauche, qui est un pur nationaliste. Mais il est intéressant de comparer malgré tout, vous avez justement qui s'affiche, cette deuxième génération de leaders populistes, après la génération des leaders du début du XXe siècle, hein, ceux qui ont été élus, si vous voulez, en 2018 ou en 2019, hein, López Obrador comme Bolsonaro. Hein. Pourquoi les qualifier de populistes? D'abord parce qu'ils reprennent les trois caractères les plus classiques de ce qualificatif politique, une notion politique inventée en Amérique latine pour l'Amérique latine. Le populisme est un terme latino-américain à l'origine qui a été utilisé d'abord pour qualifier les dirigeants qui ont pris le pouvoir, on le verra par la suite, dans trois grands pays d'Amérique latine dans les années 30, à la suite de la crise des années 30, et qui ont développé, le plus connu d'entre eux c'était Perón, et qui ont développé ce populisme, une véritable tradition locale, qui se distingue par trois dimensions. Le premier,
ces dirigeants, une fois élus, considèrent qu'ils représentent le peuple contre les élites, mais ils sont arrivés malgré tout au pouvoir contre ces élites classiques dans les élections. Ensuite, ils s'inscrivent en dehors des partis politiques. Là, ils ne s'appuient pas non plus sur un parti politique pour arriver au pouvoir. Et enfin, c'est un très fort culte de la personnalité ou culte du chef qu'on voit se développer autour d'eux. Et le populisme a fait son apparition en Europe, où le terme lui-même, au début du XXIe siècle, vous savez dans quelles conditions, hein, par l'apparition de partis, si vous voulez, nationalistes, et aussi qui conservaient un certain nombre de ces éléments-là, aussi bien dans les anciens pays d'Europe de l'Est. Hein. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Orban, bien évidemment, en Hongrie, et la chevauchée de Salvini, qui semble réapparaître même dans la vie politique italienne, avec cette crainte générale, vous en souvenez peut-être, à l'occasion des élections européennes de 2019, de voir un raz-de-marée populiste qui n'a finalement pas eu lieu. Donc un terme que l'Europe a emprunté depuis une dizaine d'années au vocabulaire politique latino-américain. Alors, ce qui était particulier, c'est que justement, je détaillerai cette image par la suite, mais simplement pour bien vous faire comprendre le changement très rapide de dirigeants en 2 ans, qui tous viennent de partis qui ne sont pas en pouvoir. Hein, Victorias, depuis des partis qui n'étaient pas au pouvoir, hein, et quelquefois qui n'existaient même pas auparavant. Et pour bien figurer ce basculement brutal avec une carte, après on s'interrogera sur sa pertinence, hein, in fine, hein, en janvier 2019, hein, la plupart des grands pays sont dits de gauche, alors qu'en janvier 2019, ils seraient plutôt dits de droite. Donc voilà le contexte lui-même dans lequel se déroule ce retour des populismes, dans un continent dont l'histoire est dominée depuis la conquête au XVIe siècle par des cycles de prospérité et de dépression, prospérité due aux matières premières, hein, et un continent dans lequel la démocratie représentative ou libérale, importée en plupart du temps des États-Unis, hein, c'est le modèle américain qui a été appliqué sans être totalement, malgré tout, fonctionnel dans la plupart de ces pays-là. Il a vu, c'est finalement les institutions à démocratie libérale à chaque fois bousculées par des dirigeants autoritaires au XXe siècle. Donc, une première partie que je consacrerai à ce laboratoire politique qu'a été l'Amérique latine au XXe siècle, qui se greffe aussi sur une tradition qu'on va évoquer, une tradition de coup d'État militaire depuis l'indépendance, relativement classique dans le continent latino-américain. Mais donc au tournant du XXIe siècle, s'imposent pendant 10-15 ans, des dirigeants charismatiques qui ont profité de la croissance économique pour mener une politique vraiment originale. Hein. Alors, on ne sait pas trop comment le qualifier, cette politique-là. C'est du populisme, parce que tout est lié au dirigeant et au chef lui-même, mais avec une recherche de participation directe qui a d'ailleurs fasciné beaucoup d'Européens. Donc, j'utiliserai presque un antonyme, hein, qualifier cette période le populisme démocratique, hein, ou délibératif, qu'incarne quelqu'un comme Lula, si vous voulez, au Brésil. Mais ces dirigeants ont quand même réussi, grâce aux matières premières, à réduire les inégalités fortement, de manière tout à fait exceptionnelle, même jusqu'à faire adhérer une grande partie de la population à la démocratie. Tout a bien changé depuis 2014. Hein, la date, c'est vraiment le 2014, quand la croissance mondiale ne redémarre pas véritablement après la crise de 2008 et que l'Amérique latine ne peut plus vendre à haut prix ses matières premières, notamment à la Chine. Et il se produit à partir de ce moment-là un basculement électoral à droite, pour simplifier, mais aussi l'élection aux dirigeants qui rompent avec le fonctionnement classique de la démocratie, qu'on peut qualifier de nouveau populisme. Alors bon, moi j'ai appelé ça en troisième partie le populisme de crise, puisqu'on ne peut pas le qualifier véritablement de droite et de gauche, c'est une facilité, mais ce qu'il faut bien constater, c'est que cela s'accompagne d'une baisse générale du soutien à la démocratie, puisque c'est contre tous les dirigeants précédents et contre peut-être le système qu'ont voté en 2018 ceux qui ont amené Bolsonaro et AMLO au pouvoir. Donc je propose d'abord d'aborder ce XXe siècle de manière synthétique. Là encore, il y a près d'une trentaine d'États en Amérique latine, je ne les connais pas tous bien, bon, je connais bien le Mexique, mais principalement, à partir de là, il est difficile souvent, à partir de ces 30 États, d'établir des généralités. Mais vous allez voir que malgré tout, il y a un certain nombre de traits permanents qui perdurent en Amérique latine. Donc un véritable laboratoire politique qui a correspondu d'ailleurs à chaque fois à des cycles économiques très précis qui ont permis d'inventer véritablement
au XXe siècle le populisme, mais de manière permanente, le regard et la pression et l'intervention jusqu'à une date récente des États-Unis, première puissance mondiale après 1945 et surtout après 1990, pèse sur l'Amérique latine. Alors le paradoxe absolu, c'est qu'au moment où les États-Unis semblent incarner la victoire de la démocratie après la fin de la guerre froide, ils commencent à se désintéresser totalement de l'Amérique latine. Mais malgré tout, ce poids américain sur l'Amérique latine pèse très largement. Et j'ai accordé un peu plus de place à ce qui se passe dans les années 70-80, ou même les années 60, où la révolution et la contre-révolution, par le biais de régimes militaires et de coups d'État militaires qui font véritablement régner la terreur dans certains pays d'Amérique latine, dominent avant qu'elle ne soit remplacée par une période néolibérale qu'en Amérique latine, on qualifie de décennies perdues, en gros les années 90. J'y reviendrai aussi. Il y a un fonctionnement apparent de la démocratie, mais c'est une période ratée pour l'Amérique latine, si vous voulez. On verra pourquoi. Première dimension à toujours prendre en compte, ces cycles économiques qui sont liés aux trois dates, si vous voulez, majeures qu'a connues l'Amérique latine quand la conquête a eu lieu. Première date après 1510, la conquête par les Espagnols en grande majorité et par les Portugais, qui, vous savez, causent aux Indiens un dommage absolument considérable. Mais je vous ai mis cette carte-là, même si vous ne parlez pas espagnol, elle vous montre les pays qui, actuellement toujours, ont plus de 40% de la population qui parle des idiomas indios, et aussi des pays qui, le Portugal est de ma part, mais si on dit, le Brésil parle portugais, qui ont une forte proportion de population indienne. Puis cette dimension indigène est toujours absolument fondamentale, quel que soit le malheur qui est connu des Indiens, après leur mise en exploitation et le choc microbien qui a accompagné la conquête elle-même. Donc la conquête, on va être constamment commémorée. L'exemple le plus flagrant, c'est la place des trois cultures, si vous voulez, à Mexico, là où il y a eu ce massacre de 68, mais à l'origine, c'était une place destinée à montrer la triple origine du Mexique, indienne, créole et puis indépendante mexicaine. Si vous voulez. La deuxième date qui est relativement importante et qu'on va voir commémorer absolument partout, c'est l'indépendance, puisque à l'image de l'indépendance américaine, à partir de 1920, la plupart même tous les pays d'Amérique latine, sauf l'Amérique caraïbe, se libèrent des tutelles espagnoles et portugaises. Donc c'est un moment très important, qui est aussi important que la conquête. Au Mexique, le grito, le cri de Hidalgo, ce professeur qui lance la lutte pour l'indépendance. À côté, vous avez Chavez, qui se considère lui-même comme le digne héritier de Simon Bolivar, puisqu'il qualifiera même sa révolution de révolution bolivarienne. Donc une dimension commémoration fondamentale. La troisième commémoration, elle se lie à un problème qui est pertinent, permanent en Amérique latine depuis la conquête, c'est le problème de la terre. Qui a conquis l'Amérique latine? Essentiellement des nobles espagnols, portugais, qui étaient des nobles de mentalité médiévale et qui ont reçu des terres et surtout des Indiens exploités à la manière du servage de l'Europe médiévale. Donc les liens avec la terre, d'autant plus la plupart du temps, après l'indépendance, de très grandes propriétés ont dominé l'économie locale, destinée à fournir les produits d'exportation. La question de la terre est absolument fondamentale, celle de la révolution agraire est absolument essentielle. Donc trois moments, le moment de la conquête, le moment de l'indépendance, le moment de la révolution. Et économiquement, un certain nombre de booms absolument fondamentaux du point de vue économique, les métaux précieux à partir au XVIe siècle, les booms au XIXe siècle du café, par exemple, et plus tard du caoutchouc, qui montrent bien la dépendance aussi de l'Amérique latine vis-à-vis des économies plus modernes. En même temps, bien comprendre que la population s'y divise toujours entre indigènes, d'où pur indien, si vous voulez, d'origine, créole, une grande partie de la population d'origine immigrée la plupart du temps, et européenne, et une majorité de la population qui est métisse. Donc la question de l'équilibre du pouvoir entre ces catégories se posera dès l'origine, ce qui explique que
bien que la région ait choisi des institutions à l'image des institutions présidentielles américaines après l'indépendance, le 19e siècle voit se multiplier les coups d'État menés par ces personnages qui sont essentiels dans l'histoire politique latino-américaine, qui sont les codios, les ancêtres des leaders populistes, qui s'appuient sur l'armée, l'armée étant quand même l'institution souvent la plus solide et la plus développée dans la plupart des pays. Mais vous voyez, à ce poids de l'armée, cette question de la réforme agraire qui est relativement constante. Les choses changent après une prospérité spectaculaire liée à la Première Guerre mondiale. Là aussi, l'Amérique latine s'est retrouvée avec l'appui de nouvelles vagues d'immigrants venus notamment d'Italie et d'ailleurs en Europe, un des premiers fournisseurs de matières premières pour les combattants. Donc une prospérité qui, bien sûr, s'est effondrée au moment où les concurrents sont revenus dans le jeu après la victoire alliée en 1918, qui a déclenché, si vous voulez, une crise sociale qui est assez comparable finalement, surtout parce qu'elle a été aggravée par la crise des années 30, avec la crise qui existe actuellement. Et ce sont ces crises sociales qui, dans les trois plus grands pays d'Amérique latine, ont amené au pouvoir des dirigeants justement qui ont incarné et qui ont défini à leur manière le populisme. Alors, en même temps, la période n'est pas d'autre, puisque ces dirigeants sont quelquefois des militaires, ou toujours même des militaires d'origine, mais ils se sont civilisés. L'idée, c'est en quelque sorte, on le voit surtout en Argentine, même au Mexique, de coopter une classe ouvrière naissante par des politiques souvent inspirées du fascisme européen. C'est absolument fondamental dans le cas de l'Argentine. Mais la particularité de ces leaders qualifiés de populistes, c'est qu'ils jouent essentiellement sur le culte du chef, sur leur charisme et sur le parti unique qu'ils créent une fois accédés au pouvoir, avec trois exemples quand même assez particuliers. Le parti de Perón, le parti justicialiste, avec l'appui fondamental notamment de sa femme, quand il reviendra au pouvoir dans les années 50, Evita Perón, je vous renvoie à Madonna si vous voulez avoir chanson d'Evita, mais l'important c'est que ce parti justicialiste, on le verra réapparaître dans la vie politique argentine. Vargas au Brésil à l'appui, vous le voyez, fondamental de l'armée et de l'Église. Ce n'est pas Goebbels qui est à droite, je ne crois pas du moins, c'est pas dans la photo du bas. Mais le plus amusant, le plus intéressant et le plus original, le cas du Mexique. Le Mexique a été ravagé pendant 10 ans, à partir de 1910, par une révolution. Se sont affrontés des leaders paysans comme Franco Zapata ou d'autres leaders politiques comme Villa et beaucoup de généraux mexicains. Et après une période d'anarchie, les généraux mexicains se sont mis d'accord pour créer un parti révolutionnaire institutionnel quasiment unique. Il est largement majoritaire de par les institutions. Et le général qui a inauguré ce système-là, c'est Lázaro Cárdenas, que vous avez là sortant de son avion, reprenant un certain nombre de politiques de nationalisation, notamment des pétroles, qui sont menées à partir de ce moment-là, notamment qui sont envisagées, assurer un revenu important. Et ce parti révolutionnaire institutionnel choisit, dans le secret le plus absolu, le futur président dans ses rangs, qui sera installé pour 6 ans dans la résidence présidentielle et qui a tous les pouvoirs. Au bout de 6 ans, il s'écarte, puisque le principe fondamental de ce système, c'est qu'il n'a pas de réélection, système qui va durer 70 ans, en gros, de Cárdenas jusqu'en 2000, où enfin un autre parti prend le pouvoir. Voilà les véritables inventeurs, si vous voulez, du populisme. On y fait référence. Vous verrez que même les populistes actuels y font largement référence. Vous distinguez déjà le poids de l'armée, même une armée qui a été largement civilisée comme l'armée mexicaine, dans ce jeu-là. Le deuxième apport, ou la deuxième réalité de l'Amérique latine depuis qu'elle est indépendante, c'est justement le poids des États-Unis. Elle est l'arrière-cour des États-Unis depuis que ces pays ont voulu proclamer leur indépendance. Ils ont reçu la protection, entre guillemets, indirecte du grand frère américain, qui lui est indépendant d'une génération, qui a même supporté une nouvelle guerre avec les Anglais en 1813-1815. Et le gouvernement des États-Unis, même si les États-Unis à l'époque sont réduits à la côte Est et à la Louisiane, et le Midwest n'a pas été conquis, la Californie et les États du Sud-Ouest sont encore espagnols, les Américains ne veulent pas voir revenir, ces États-Uniens, je devrais dire,
les puissances européennes en Amérique latine et le font savoir dès 1823, au moment des indépendances, avec cette fameuse proclamation Monroe, l'Amérique aux Américains. Ils ne supporteront aucune nouvelle intervention militaire européenne en Amérique latine, tolérant pour le moment le cas de Cuba et de Porto Rico, qui sont encore et qui vont rester espagnols pour une soixantaine d'années. Alors l'originalité, c'est que la politique vis-à-vis de l'Amérique latine va être systématiquement une politique d'intervention, jusqu'à arracher au Mexique en 1849 pratiquement un bon tiers de son territoire, puisque tous les États du sud-ouest américain étaient en 1849 encore mexicains. D'ailleurs, il est assez étonnant que Donald Trump ait choisi comme une de ses dernières sorties publiques pour parler de son mur le fort Alamo, qui est le prétexte qui a permis d'intervenir, vous vous rappelez John Wayne, un film de notre jeunesse, d'intervenir au Mexique lui-même. Et puis, différentes politiques de très forts investissements financiers. Et quand il s'agit d'être un peu plus actif, les deux Roosevelt, je vous ai mis deux dessins. Le premier, Theodore Roosevelt, qui sont cousins mais qui ne sont pas du même parti politique, qui va adopter vis-à-vis de l'Amérique latine la politique du gros bâton, vous voyez, ce qui lui permettra aux États-Unis de conquérir Cuba et de conquérir Porto Rico, les dernières colonies espagnoles, et puis de détacher Panama de la Colombie pour y créer le canal de Panama qui fonctionne à partir d'août 1914. Donc du gros bâton, donc des interventions notamment. On crée à cette occasion-là le corps des Marines, qui servira régulièrement à intervenir ailleurs dans le monde. Et dans les Caraïbes, rien qu'entre 1903 et 1989, il va y avoir 15 interventions militaires américaines. Le second Roosevelt, lui, considère qu'il faut renforcer les liens avec l'Amérique latine et parle de renforcer la politique du bon voisinage, c'est l'autre cas, comprendre nos voisins du Sud. Bon, ça n'ira en fait pas très loin, puisque même si Kennedy lance à sa manière l'Alliance pour le progrès, les interventions militaires seront relativement régulières. Et les Américains supporteront même les derniers codios, ceux dont le règne a traversé une grande partie du XXe siècle, comme Somoza au Nicaragua, au Costa Rica, Duvalier en Haïti, qui va gouverner pendant pratiquement 30 ans, au Paraguay, qui battra tous les records, puisqu'il va gouverner 45 ans. Donc, une politique de soutien des régimes militaires, parce que c'est le troisième volet, révolution, terreur militaire et décennies perdues. L'Amérique latine, à la fin des années 50, sous l'influence de la révolution cubaine, semble menacée par une véritable révolution, puisque même si au début les Américains soutiennent ou acceptent ou tolèrent la révolution de Castro, très vite, ça va être pour eux le danger principal, surtout quand Che Guevara, l'adjoint, veut développer en Amérique latine cette fameuse révolution du Foco, créer une multitude de voies révolutionnaires dans les populations rurales. Et c'est là où l'Amérique latine devient un peu le laboratoire justement de la théorie de la libération et du tiers-mondisme, mais aussi dans les années, on l'oublie quelquefois, 60, un des lieux principaux où se développe la théorie et les théories économiques du développement. Mais moyennant quoi, on a suffisamment peur aux États-Unis de ce qui s'est passé au Mexique en 1910, de la révolution cubaine, pour intervenir directement. Dernière intervention militaire directe à Panama contre le dictateur Noriega en 1989, sous George Bush père, mais plus très clairement, les États-Unis soutiennent des coups d'État terroristes qui se multiplient entre 1971 et 1976 et qui, à nouveau, comme au Chili par exemple, et qui ensuite, dans les années 60, au début des années 60, avait déjà contribué à renverser des gouvernements comme au Brésil. Est-ce un complot américain? La CIA est-elle le seul acteur? C'est l'enjeu, si vous voulez, fondamental de ces années 1970, quand Kissinger était d'abord le Conseil national de sécurité, puis le secrétaire d'État américain, et aurait ordonné notamment l'opération contre Allende au Chili. En attendant, c'est bien là que les militaires prennent le pouvoir dans une grande partie de l'Amérique latine, avec l'opération qu'on a qualifiée d'opération Condor. Bon, là aussi,
ça fait l'objet d'énormément d'études. Mais cette présence militaire ne durera pas. Hein. Elle ne durera pas dans la mesure où, dès la fin, dès le milieu des années 80, les militaires rendent le pouvoir aux civils. C'est l'époque où commence vraiment la mondialisation néolibérale, où l'école monétariste de Chicago s'impose comme référence dans un certain nombre de pays, aux États-Unis, mais surtout en Amérique latine. Il s'agit de limiter les contraintes budgétaires, il s'agit de produire une forme de croissance économique monétariste. Et dans ces années-là, c'est le consensus de Washington qui est adopté pour la plupart des pays latino-américains après 1989, avec un véritable forum à São Paulo qui réintroduit même Castro, en 1990, de manière paradoxale dans l'organisation des États américains. Et pendant ces années 80, c'est la fin des dictatures militaires, mais une fin molle, je dirais, tout simplement. Les dictateurs militaires fondés sur une terreur et une répression qui a été absolument sanglante, acceptent de transférer le pouvoir aux civils en échange d'une forme d'amnistie. On ne reviendra pas sur l'histoire, on ne reviendra pas sur les 10 ou 15 ans de pouvoir militaire, et les généraux ne risquent a priori rien dans ce pouvoir qui a été conféré à nouveau aux élites civiles. Mais cette décennie est malgré tout, vu les contraintes budgétaires très très fortes imposées par ces gouvernements monétaristes, et ce qui est considéré comme la décennie, si vous voulez, perdue. Et les choses changent brutalement, en quelque sorte, au tournant du siècle, puisque se met en place ce que je qualifie par simplicité, un véritable populisme démocratique, puisque après l'échec des politiques néolibérales et leur rejet par les électeurs, on voit des figures néopopulistes, je dirais, de gauche, accéder au pouvoir. Chavez, Lula, Kirchner, on y reviendra, Correa, Morales, le premier président indien. Ils imposent d'abord leur leadership personnel, ils créent leur propre mouvement politique en dehors des partis traditionnels. Ils sont de véritables téléprésidents au fait des médias qu'ils utilisent intensivement. Et bien évidemment, très vite, ils n'hésitent pas à faire appel au nationalisme. C'est assez classique, toujours en revenant à la conquête, en revenant aux guerres d'indépendance, et puis à certains leaders qui ont pu marquer le 19e siècle. Et ce qui est aussi original, ils relancent des politiques indigénistes, on verra avec AMLO que c'est ce qu'ils cherchent aussi au Mexique, qui ont été quelquefois au cœur de politiques des années 30, notamment Morales va faire rentrer les droits des indigènes dans la constitution de son pays. Mais surtout, ce qui va assurer leur pouvoir et leur succès et leur prestige aussi, c'est qu'ils peuvent financer, grâce au boom des matières premières, des programmes de lutte contre les inégalités, contre la pauvreté et contre les inégalités, devenant même, si vous voulez, le cœur du programme présidentiel de Lula, la Bolsa Familia, j'en reparlerai tout à l'heure. Le Brésil, si vous voulez, en est en quelque sorte la vitrine. Mais c'est absolument spectaculaire, puisqu'on verra que la pauvreté semble reculer très fortement dans toute l'Amérique latine pendant cette première décennie du XXIe siècle. Résultat spectaculaire, mais fragile. Fragile, pourquoi ? Parce que les systèmes de redistribution du bon vouloir du gouvernement, ils ne sont pas institutionnalisés comme par exemple dans les pays européens, et fragile aussi parce que c'est l'État lui-même qui est particulièrement fragile, avec un système fiscal qui est pratiquement en lambeaux partout. On peut profiter largement des revenus des exportations, mais le jour où le revenu de ces exportations s'épuise, à partir de 2014, il n'est plus possible de financer ces politiques sociales. Fragile aussi parce que, c'est le troisième point, de véritables endémies, je n'ai pas osé mettre endémie, mais caractérisent toujours cette période-là, notamment la violence, mais aussi la corruption et leur corollaire qui est le narcoterrorisme, qui va toucher quelquefois même un certain nombre de communautés indigènes, on n'en parle pas. En même temps, c'est une décennie qui est fascinante puisque
elle va être appuyée par tout un mouvement académique en Europe et aux États-Unis, des universitaires, des partis de gauche appuient très largement. Je vous passe les visites des dirigeants socialistes français auprès du commandant Marcos ou auprès d'autres personnes, et que on y voit peut-être un modèle de l'évolution future de la démocratie, de ce qu'on appelle la démocratie participative, ce que vous avez vu réapparaître dans les débats là, qui ont accompagné non seulement la réapparition du populisme, mais tout simplement la présidence Macron depuis son origine. Bon, comment essayer de trouver d'autres formes de participation? Il y a tout un courant théorique et politique qui s'est développé autour de deux universitaires, essentiellement Laclos et Jouffre. L'autre tendance originale, c'est d'essayer de mener des expériences de démocratie délibérative. Comment faire prendre les décisions après délibération. On aurait peut-être un peu des exemples un peu spécieux, je ne sais pas, actuellement, au plus près d'abord des citoyens. Les conseils communaux de Chavez. Chavez a essayé de réorganiser le Venezuela en fonction de ses conseils communaux à l'origine. Bon, c'est les débuts roses de son gouvernement. Ou alors, le pouvoir réel reconnu aux communautés indiennes par Morales. Bon, un véritable socle électoral, d'ailleurs, leur a permis de développer ces politiques-là. C'est ce que j'ai appelé ça la décennie rose, après la décennie perdue, la décennie rose. Bon, ce sont quand même des gens qui ont derrière eux véritablement un passé politique. Vous voyez, ils aiment bien, c'est la vignette du bas, ils aiment bien me rappeler qu'ils ont été des combattants anti-impérialistes, et donc Che Guevara, Allende sont leurs modèles, solidarité internationale et prolétaire. Alors Castro étant mort, on l'a remplacé par son frère, vous voyez, qui devant le drapeau de l'Équateur fait le signe des deux doigts de la victoire, mais vous reconnaissez Morales, Chavez, Castro, ces dirigeants-là que vous retrouvez, pour certains d'entre eux, un peu plus âgés, au moment de la période la plus brillante. Alors je ne vais pas détailler chacun des pays, bien évidemment, très loin de là, mais l'originalité, c'est que vous avez 7 présidents en 2014, après 6 élections présidentielles en 2013, qui incarnent toujours, mais pour peu de temps, cette tendance-là. Ce qui est intéressant, c'est que le processus électoral devient, à partir de ce moment-là, relativement régulier. Alors, quel nouveau fonctionnement politique apportent ces dirigeants? D'abord, le choix définitif d'un ordre constitutionnel qui respecte la régularité des élections, qui respecte, si possible, l'état de droit, qui est garanti aussi par l'adhésion à la charte de l'Organisation des États américains, qui à l'origine a été créée par les États-Unis et qui est devenu un véritable forum, si vous voulez, par la suite, d'autant plus que la prospérité du début du siècle pousse ces États latino-américains à chercher à créer un grand marché sur le modèle de l'Union européenne. C'est le Mercosur, on évoquera un peu tout à l'heure. Mais comme l'Union européenne a donné à cette dimension de libre-échangisme une dimension politique, ici il s'agit d'en faire aussi un continent où l'état de droit serait respecté. Et on voit apparaître aussi un personnel politique tout à fait nouveau, des journalistes, des syndicalistes, Lula par exemple, des Indiens, Morales, même un ex-évêque, un Lugo au Paraguay, ou d'anciens révolutionnaires comme Pepe Mujica, qui est un ancien Tupamaros, si vous voulez, en Uruguay, d'origine argentine, donc des gens finalement qui ont été des combats des années 60 ou des années 70. Voilà, si vous voulez, cette carte de la politique de l'Amérique latine en 2011, où ces leaders, vous avez leur nom qui s'affiche, sont pratiquement tous présents. Cristina Kirchner représentant le nouveau courant péroniste. Donc, elle s'inscrit dans ce courant de manière étonnante. Des nouveaux partis sont issus aussi des mouvements sociaux qui n'existaient pas auparavant. Le Parti des travailleurs de Lula est le plus connu, mais Evo Morales a un parti qui s'appelle le MAS aussi, qui crée à ce moment-là. Et au Costa Rica, par exemple, Salis crée un parti qui s'appelle le PAC. Et même le Mexique, qui, vous le rappelez, depuis 70 ans, est dirigé par ce parti unique qui se partage tous les pouvoirs,
le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, un nom qui est tout un programme. Même le Mexique est obligé d'accepter l'alternance avec l'arrivée en 2000 d'un président. Pour la première fois, ce n'est pas le candidat du PRI qui est élu président, mais un président issu d'un parti conservateur, le PAN. Hein. Et on voit bien qu'actuellement, il y a trois grands partis. Enfin, il y avait trois grands partis au Mexique avant l'élection d'AMLO. Hein, le PAN, le PRD et le PRI qui a repris de l'importance. Donc, voilà l'originalité de ce populisme démocratique. Là, un certain nombre de ses dirigeants de la fin de sa période, alors Evo Morales, bien entendu, étant toujours en indien, Rafael Correa, vous l'avez, si vous voulez, devant la main gauche, et quant à Lula, ben, c'est ça, c'est... Alors, son successeur qui le représente. Voilà, quelques images sur justement Lula. Hein. L'autre originalité, c'est aussi que toutes les constitutions reprennent d'abord l'idée qu'elles ont des organismes indépendants de contrôle des élections. Bon, elles seront tenues, on le pense, à intervalles réguliers, surtout. Vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Hein. Les organes sont tout à fait indépendants. L'autre originalité qu'on retrouve partout, c'est les constitutions, je disais tout à l'heure, affirmant les droits des travailleurs. L'exemple le plus spectaculaire est bien sûr l'exemple du dirigeant brésilien. Hein. Je vous ai mis deux photos là, avec d'abord son rôle de syndicaliste, hein, qui a duré près d'une vingtaine d'années, avant qu'il devienne vous voyez, le président du pays, avec une énorme action auprès des communautés rurales. Alors le résultat, c'est que dans la population latino-américaine, vous avez régulièrement un organisme qui s'appelle le CEPAL qui publie le baromètre latin. L'adhésion à la démocratie devient, si vous voulez, relativement ferme. Hein. On peut penser que si de 50 à 60% des gens adhèrent à la démocratie, sauf peut-être à la fin des années 1990, début des années 2000, l'adhésion était plus faible vu la décennie perdue. Ça semble être gagné pour la démocratie. Quant à le régime autoritaire, il semble avoir perdu 16% en rouge, une partie de leur soutien. Ils restent totalement marginaux. L'autre dimension spectaculaire, et qui, elle, n'a pas reculé, c'est la très forte féminisation de la vie politique. Elle était spectaculaire au début des années 2010, au début de la décennie qui vient de se terminer. Vous avez une photo dans laquelle, sur cette carte-là, vous avez toutes ces présidentes latino-américaines. Vous voyez qu'elles gouvernent peut-être les trois quarts des latino-américains. Hein. Et la féminisation du Parlement est encore plus spectaculaire. Là, on atteint un taux de pratiquement 50%, notamment en Argentine, mais elle atteint au moins 25% partout. Et c'est une question qui a été consolidée et qui n'a absolument pas reculé. Hein. La féminisation de la plupart des parlements latino-américains est plus forte que la féminisation des parlements français. D'où un progrès aussi économique absolument spectaculaire. Je vous projette une image en espagnol. Hein. Désolé, c'est un peu la compréhension est facile. Hein. La croissance économique de l'Amérique latine, on pense en 2010-2012 qu'elle va rester spectaculaire. Hein. L'effondrement de 2014 n'est pas encore vu. Vous voyez que pratiquement totale l'Amérique latine. Hein. La croissance a été de 3,5% ou 3,1% en 2012. Depuis octobre 2012, on estime qu'en 2013, elle sera de 4%. Et puis, on pense qu'on arrivera à 3,8%. Ça ne sera bien évidemment pas le cas. Ça va être absolument spectaculaire, l'effondrement. Mais entre-temps, pendant ces 12 à 13 années-là, hein, les progrès sociaux sont en quelque sorte uniques. Hein. La pauvreté s'effondre dans pratiquement tous les pays. On estime que 66 millions de latino-américains ont été directement sortis de la misère, la misère extrême, hein, puisqu'on a des classements là qui sont quand même mondiaux, et passé de 15 à 10% de la population. Vous avez un taux de pauvreté qui s'affiche, et surtout l'évolution de la faim dans le monde et en Amérique latine, hein, en nombre, en millions de personnes, 66 millions de pauvres extrêmes, réduits
à une quarantaine à beaucoup moins, je n'arrive pas le chiffre, je cache le fiche là, en 2011-2012. Voilà la situation spectaculaire et notamment des très grands programmes financés avec les revenus des exportations permettent de faire vraiment reculer cette pauvreté et notamment celle qui touche les bidonvilles, la plupart des grandes villes américaines, avec ces revenus finalement offerts aux familles les plus pauvres. La Bolsa Familia au Brésil, le résultat, vous l'avez en quelque sorte sous les yeux. Vous voyez que l'extrême pauvreté au Brésil au moins est limitée à 10% à 6% de la population, avec un objectif du millénaire qui est quand même de réduire la pauvreté générale des 2/3. Mais c'est le paradoxe, ce progrès a ses limites, et ces limites ce sont d'abord le fait que bien, l'état de droit qui est proclamé dans les constitutions rénovées n'est pas toujours respecté. Les fraudes électorales existent encore beaucoup moins qu'à l'époque, qu'avant 2000, mais elles existent toujours. Le glissement vers les côtés les plus noirs du populisme, c'est-à-dire le culte du chef, un peu débouché sur des régimes qui ne respectent plus les libertés. C'est le cas de Chavez, qui devient vraiment, comme on le dit en Amérique latine, un TV leader, puisque de toute façon, le monopole des médias échappe à la plupart des hommes politiques. Enfin, le risque aussi, à partir de 2012, de véritables coups d'État constitutionnels, notamment Daniel Ortega, à la tête des sandinistes, arrive à se faire réélire plusieurs fois. Chavez arrive à obtenir, dans des conditions peu claires, un 4e mandat. On voit que malgré tout, politiquement, les choses sont moins claires. Mais surtout, c'est l'État qui est relativement faible. On s'en aperçoit dans cette période-là, puisque l'État qui a été amaigri partout dans les années 80-90 par les politiques de réduction et déficit budgétaire, a peu de moyens. Alors, il a privatisé, notamment dans les années 2000, ce qui a permis d'avoir un lien supplémentaire. Il a eu des revenus considérables de l'exportation, mais on voit bien que même pendant cette période de prospérité, il dispose de très faibles revenus fiscaux qui ont du mal à payer même tout simplement les fonctionnaires. Vous voyez, l'impôt, si vous voulez, on ne perçoit que 18% de l'impôt en Amérique latine, de l'impôt réel, et 9% de l'impôt réel au Mexique. Donc, on voit bien que là, il y a un certain nombre de limites, mais le plus spectaculaire, c'est peut-être, et le plus grave pour l'avenir, la persistance de ces véritables endémies que sont la violence, la corruption et le narcoterrorisme. Ce sont des choses, si vous voulez, contre lesquelles ces gouvernements ont peu de moyens. On peut même que ces traits ont été très largement aggravés tout au long du début du XXIe siècle. Une insécurité réelle, la violence qui prend une forme aussi agraire, ça c'est aussi quelque chose de particulier avec l'Amérique latine, et c'est le pays qui connaît le plus d'assassinats de défenseurs de l'environnement, de protection de l'environnement. Et on voit bien que ces violences, c'est aussi une particularité qui touche la plupart de ces régions rurales. Et on voit bien aussi que ces conflits s'aggravent à partir de 2010. Entre 2010 et 2012, il y a pratiquement 300 conflits graves qui aboutissent à mort d'homme en Amérique latine autour de la question de la terre. Et la violence elle-même, si vous voulez, est largement aggravée, la sécurité aussi, notamment dans les régions périphériques. Elle prend des formes qui sont arrivées jusqu'à nous, totalement spectaculaires, avec notamment pour le Mexique des corruptions qui est sans limite. On verra les grandes manifestations contre la corruption au Brésil, mais au Mexique, c'est toujours la même idée, plomo ou plata, c'est-à-dire le plomb ou l'argent. Et comme disait l'un des fondateurs du PRI, Obregón, un coup de canon à 500 000 pesos. La corruption
est vraiment une tare. On considère même qu'elle représente des sommes supérieures aux revenus du tourisme au Mexique. D'autre part, le trafic de drogue alimente très largement cette violence-là. Là aussi, le Mexique en est le carrefour principal avec le premier marché du monde que sont les États-Unis. On voit bien qu'entre les régions de production et les régions d'exportation, toute l'Amérique latine, sauf peut-être un peu moins le Brésil, est concernée par cette question de la drogue. Et dans le cas mexicain, vous savez qu'on lancera une véritable guerre contre sous le président Calderón, contre le narcoterrorisme qui aboutit à des véritables massacres, hein, des sommets atteints dans la violence et les victimes de la drogue elles-mêmes. Hein. D'autant plus qu'on fait appel à l'armée, notamment au Mexique, mais aussi dans d'autres pays andins, un appel à l'armée qui est dangereux. Hein. Notamment au Mexique, on va être obligé de destituer pratiquement 10% de la police fédérale. Et vous avez peut-être assisté ou eu une nouvelle qui est sortie là, il y a quelques jours, l'ancien ministre de la Défense mexicain qui était chargé de la lutte contre la drogue, en liaison avec les Américains contre le trafic de drogue, a été arrêté aux États-Unis alors qu'il est à la retraite. Il rendait visite à sa famille à San Diego. Et sous la pression américaine, il a été extradé vers le Mexique où il sera sans doute libéré puisqu'il est convaincu d'avoir lui-même très largement participé au trafic de drogue. Alors, quels que soient les plans de lutte contre la drogue, hein, le plan de Mérida, le plan colombien, avec chaque fois des tentatives d'éradiquer en quelque sorte la drogue, le résultat n'est pas véritablement là. J'aborderai, si vous voulez, pour terminer, hein, le dernier volet de cette conférence qui nous permettra d'avoir quelques échanges, ce que je ne fais pas d'habitude dans les conférences que je fais à Aubagne, vous le savez, aborder cette période actuelle, hein, ce populisme de crise en quelque sorte, qui, c'est le nom que j'ai donné, à l'arrivée de nouveaux leaders populistes qui n'ont rien à voir avec ceux des années 30 et manifestement peu de choses à voir, apparemment du moins, avec les quelques leaders prestigieux des années 2000. Hein. Le choc est qu'on peut presque parler de la fin d'un cycle politique, hein, puisque ce cycle qui a commencé avec Chavez, Lula, Morales, Bachelet, aboutit à de véritables défaites successives. D'abord de Kirchner, qui a quand même régné de 12 ans en Argentine, puis de Correa, d'Olenta, et le résultat, c'est que, c'est à ce moment-là que se produit le choc économique particulièrement brutal, 2014, que j'évoquais tout à l'heure. À ce moment-là, l'Amérique latine plonge, connaît une récession supérieure qui a une récession au point que la croissance est toujours inférieure à 1% par an, après la décennie exceptionnelle des années 2000-2014, 10% de croissance par an, tout simplement par l'effondrement de la demande mondiale que j'évoquais en introduction, et en grande partie de la demande mondiale en matières premières, et notamment de la demande chinoise. Hein. Et il n'est donc plus possible de financer la politique de redistribution qui avait fait la gloire des dirigeants de la période précédente. Hein. La pauvreté, ce qui est sans doute plus dangereux, c'est que la pauvreté menace la nouvelle classe moyenne, et c'est bien l'origine des protestations actuelles au Chili, en Colombie, dès 2018, et qui reprennent à l'automne 2019, l'image que je vous montrais au début. Hein. Bon, le Covid ayant emporté apparemment ces protestations pour le moment. Suivant les pays, si vous voulez, la situation peut varier malgré tout. Là encore, faire entrer toute l'Amérique latine dans le même cadre est souvent un peu artificiel.
puisque, par exemple, en Argentine, c'est l'échec du président Macri, qui est pourtant un homme de droite, qui est le plus spectaculaire, avec notamment l'effondrement monétaire de l'Argentine. Mais au Mexique, la situation reste malgré tout relativement stable. La Bolivie, grâce aux matières premières qui servent à fabriquer aux métaux rares qui servent à tous nos outils électroniques, la Bolivie connaît, elle, par contre, une croissance quand même relativement importante. Donc pas rien, si vous voulez, de trop systématique. Pourtant, c'est bel et bien un véritable rejet des dirigeants en place, dont on dénonce la corruption. Eux qui se présentaient comme des dirigeants d'un type nouveau, corruption qui peut toucher toute l'Amérique latine même, avec le scandale Lava Jato que j'expliquerai tout à l'heure. On dénonce aussi leur inefficacité et leur incapacité à quitter le pouvoir. L'exemple le plus flagrant est celui de Morales, le premier Indien qui a pris la tête de son pays, et qui sera même rejeté par les indigènes et les tribus, les villages indigènes qui contestent son idéologie de l'extractivisme qui ferait de l'Indien l'essentiel de la nation bolivienne. D'où, si vous voulez, leur repli avant même la vague électorale 2017-2019, qui a amené au pouvoir ces néopopulistes qui sont notamment Bolsonaro et Andrés AMLO au Mexique. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a aussi de véritables limites, si vous voulez, à l'intégration. Alors, intégration, je utilise le terme en deux sens. Il s'agit de la volonté d'abord de créer un marché commun latino-américain qui connaît son apogée il y a une vingtaine d'années, et surtout intégration avec les États-Unis. Ce qui est nouveau peut-être depuis 30 ans, c'est le désintérêt des États-Unis qui s'est en quelque sorte conforté avec l'élection d'Obama. Et là, on a une continuité réelle, on verra, je ne devrais pas le dire si vous voulez, mais d'Obama à Trump, même si la politique choisie par Trump a été violemment nationaliste, spectaculaire, si vous voulez, inacceptable. Non, mais en fait, vous allez voir que depuis bien 20 ans, les États-Unis connaissent ce véritable repris, ce désintérêt, ce retrait de l'Amérique latine. Alors, cette première transition politique que j'évoquais, vous la voyez dès 2015-2016, avec le passage à droite, là encore, libéral, conservateur, des grands pays qui étaient jusque-là dirigés par des leaders plutôt de gauche, avec le cas à l'époque de Macri, qui sera balayé, si vous voulez, par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, l'Amérique latine a connu une véritable période d'euphorie qui l'a conduit à chercher, en quelque sorte, une forme d'intégration avec, vous voyez là, la carte vous fait simplement apparaître les grands moments de cette intégration, encore limités jusqu'à la fin de la guerre froide, jusqu'en 1973, limité par exemple aux Caraïbes, au groupe andin lui-même, des pays qui étaient très comparables dans leur structure économique. Par contre, vous voyez une brutale accélération à la fin de la guerre froide, au moment où se libéralise totalement le commerce mondial, la fameuse troisième mondialisation, jusqu'à créer l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Là, le modèle, c'est l'Union européenne. On voit bien avec le Mercosur, l'Union européenne est en quelque sorte le modèle fondamental avec ces deux vitesses en quelque sorte. La première, c'est bien évidemment un marché commun, mais par la suite, une intégration qui pourrait être plus importante, une intégration économique plus large, une liberté de circulation éventuelle, et, on le pensait à l'époque, la défense de valeurs communes, une intégration qui pourrait même aller au-delà. On y croit beaucoup dans les années 91, au sud de l'Amérique centrale, parce qu'au nord de l'Amérique centrale, le poids américain est tel que Bill Clinton impose au Mexique l'ALENA, en espagnol en quelque sorte, qui intègre à nouveau une grande partie de l'économie mexicaine dans le système de production américain. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, ça reste un monde à part. Mais comme je vous le disais, mais ça c'est un peu une interprétation un peu plus personnelle, pour les États-Unis, la question de l'Amérique latine devient double. Question migratoire, avec
la croissance du monde de latinos. À l'origine, les latinos dans la société américaine, ce sont les descendants des gens qui habitaient les territoires arrachés au Mexique en 1849, qu'on appelait Chicanos. Par la suite, les latinos, ça a été toute cette main-d'œuvre mexicaine qui a participé à l'effort de guerre américain et au fort développement du sud-ouest américain. On les appelait les wetbacks, les dos mouillés, si vous voulez, puisqu'ils traversaient le Rio Grande à la nage. Mais dès les années 60, on avait installé au Mexique énormément d'usines de finition américaine. On peut avoir visité une usine de cassettes radio à l'époque, hein, toutes les pièces des États-Unis. L'usine était contre la frontière pratiquement, et elle était montée là. Voir ces camions américains qui descendaient directement de Detroit ou du Texas vers Mexico, donc pratiquement 2400 km de désert, sur lesquels il n'y avait que le châssis, le moteur et le chauffeur sur une caisse en bois, et qui amenait le camion pour qu'il soit fini à Mexico la plupart du temps, ou bien Guadalajara. Donc très clairement, l'intégration est relativement importante, les latinos aussi, mais cette intégration latinos commence à poser un véritable problème d'immigration quand elle est rejointe par des vagues de latino-américains, hein, ce qui eux-mêmes, si vous voulez, vont chercher à gagner les États-Unis. Alors, ils y arrivent la plupart du temps par la terre, à part les Cubains qui ont fui le régime castriste il y a 20 ans. Hein, vous vous en souvenez, ça c'était les balseros, hein, sur leur radeau. Là, il s'agit tout simplement de limiter cette intégration, cette venue aux États-Unis par le canal mexicain, hein, avec une caricature, vous avez sous les vieux, le Free Trade Agreement, c'est-à-dire le fameux accord de l'ALENA, caricaturé comme d'un côté la cocaïne, la marijuana qui passe aux États-Unis et les dépôts toxiques, il faudrait y rajouter les armes aussi, qui passent au Mexique. Donc l'idée du mur, l'idée de la frontière, Trump en a fait un véritable, finalement, un argument de campagne, et on a fait une incarnation de son nationalisme virulent, mais elle est relativement ancienne, hein. Comme d'ailleurs le désengagement militaire, même dans la lutte contre la drogue, hein, puisque la carte qui est au-dessus vous indique, je ne sais pas si vous allez la voir, le nombre de militaires américains encore en place, hein, après l'abandon des grandes opérations antidrogue. Il y a moins de, si vous voulez, il y a moins, si vous avez Porto Rico, il y a 9400 militaires, il y a moins d'un millier de militaires américains encore en place en Amérique latine. La question numéro 1 est d'arriver à faire du Mexique un État tampon, hein, véritablement, hein, en lui donnant tous les moyens de contrôler l'isthme de Tehuantepec, qui est figuré sur la carte elle-même, et ça sera l'objectif de tous les présidents américains depuis George Bush Jr. et même Obama lui-même, hein, et vous allez le voir dans la représentation suivante. Certes, Obama a reconnu, a rétabli des liens avec le régime de Castro, enfin, du vieux frère de Fidel Castro, Raúl, mais dans la réalité, le schéma que vous avez, le graphique que vous avez, vous montre bien que très clairement, d'abord, les arrestations sur la frontière du sud-ouest, quoi qu'en disent les Américains, sur toute la frontière du Rio Grande, sur plus de 2500 km, hein, l'appréhension sur la frontière du sud-ouest, ont largement diminué après un maximum des années 1990. Et de manière paradoxale, sous Obama, vous voyez, hein, 2008, 2012, le premier mandat d'Obama, c'est là où elles ont diminué largement. C'est-à-dire qu'on a largement limité le passage, alors qu'on a renforcé très largement sous Obama aussi les agents de contrôle de la frontière elle-même. Donc une politique qui est celle des dirigeants, même si Obama, comme Biden actuellement, ont cherché à régler le problème des sans-papiers, près de 10 millions de personnes aux États-Unis, en promettant une intégration de ces sans-papiers, surtout du cas le plus grave des DACA, de ces gens arrivés gosses aux États-Unis et qui n'avaient plus de véritable existence légale, ceux à qui s'attaquait Donald Trump. Alors même si Donald Trump a eu des mots absolument terribles, j'ai préféré vous les mettre, ces mots-là, hein, alors que le Mexique envoie ces gens, vous vous en rappelez, ça c'était juste après son élection, il n'envoie pas ses meilleurs éléments, il n'envoie pas des gens comme vous, il envoie des gens qui ont beaucoup de problèmes, ils nous apportent leurs problèmes, ils apportent la drogue, ce sont des violeurs, certains, je suppose, sont des gens bien. Vous voyez le scandale immédiatement au Mexique, mais dans la réalité, hein, le mur, il n'en a construit qu'une petite partie. Hein, les expulsions ont été moins importantes après quelques coups de filet spectaculaires au début de son mandat,
que, par exemple, sous Obama. Et quand George Biden arrive au pouvoir, alors je suis désolé, il y a ma photo qui est au milieu, là, il faudrait que je la déplace. Hein, voilà. Il promet immédiatement d'accorder. Alors je suis désolé, j'ai peur d'avoir désactivé le micro. Non, je ne pense pas. Madame Bertin, vous êtes là ? Il promet d'allouer 4 milliards de dollars à des pays d'Amérique centrale pour qu'ils se développent et que l'immigration y soit un peu moins importante. Donc voilà, c'est ce repli américain qui est quand même une réalité. L'autre dimension qui est aussi nouvelle, c'est bel et bien la baisse de la prospérité, hein, même l'apparition véritablement de renouveau, si vous voulez, de la misère dans ces pays-là. Hein. Croissance des inégalités, la raison principale est sous les yeux. Hein. Les pays exportateurs d'hydrocarbures, de denrées agricoles, pénalisés par le ralentissement chinois et de manière particulièrement brutale. Regardez le cas du Brésil, du Venezuela. À partir de 2014, hein, l'effondrement est brutal. Avec un résultat, hein, la croissance forte à nouveau de la pauvreté. Hein. La CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, dont on l'a mesuré l'année dernière, en 2019, il y a 1 an et demi, on redevient à nouveau un pays dans lequel les pauvres et l'extrême pauvreté représentent près de 230 millions des 600 millions ou des 550 millions de latino-américains. Donc c'est quelque chose qui n'a pas disparu, bien au contraire. Et vous voyez cette photo que je vous ai fait figurer au-dessus du rapport de la CEPAL, hein, ce contraste toujours particulièrement vif en Amérique latine entre les privilégiés et une partie de la population qui vit dans les conditions des plus précaires. Hein. C'est le pays qui connaît, ou la région du monde qui connaît le plus fort taux de Gini qui permet de mesurer les inégalités, puisque 1% de la population contrôle à elle seule 35% des revenus de la région. Conséquence aussi, si vous voulez, de ce renouveau de la misère et de la pauvreté, ces mouvements hein, à travers l'isthme d'Amérique centrale vers les États-Unis par le biais du Mexique. Je n'ai pas trouvé beaucoup de cartes, mais dans le cas où cet effondrement économique se double hein, d'un mouvement politique qui a vu Maduro succéder à Chavez et établir une forme de nouvelle dictature au Venezuela, où il y a des départs qui sont absolument spectaculaires. Vous vous souvenez de ces images il y a 3-4 ans de ces Colombiens, hein, de ces Vénézuéliens réfugiés, si vous voulez, au Colombie. Hein. C'est le cas le plus extrême, mais là aussi, la misère qui est maintenant celle du Venezuela, une grande partie de la population, l'explique. Conséquence aussi, une conséquence politique réelle. Hein, la conséquence politique réelle, c'est que ces dirigeants de la période précédente hein, disparaissent les uns après les autres. Bon, là, vous avez l'enterrement de Chavez, et puis vous voyez qu'ils ont bien vieilli, que ce soit Pepe Mujica dans la photo du haut, Lula et sa vice-présidente dans la photo du bas, Raúl Castro lui-même. Et même si Obama semble jouer un rôle de réconciliation avec Cuba, si Raúl Castro a pu jouer un rôle de réconciliation en Colombie avec la rentrée de la vie politique des révolutionnaires des FARC, la réalité est celle d'un Maduro qui se prend pour le successeur de Chavez et même de Simón Bolívar, et surtout d'un spectaculaire effondrement de la confiance dans les institutions démocratiques. Ça, c'est peut-être le plus terrible en quelque sorte. Il est passé des 60%, des 61% qu'on mesurait encore en 2010, hein, c'était bien, à 24% en 2020. Hein, donc là, ce n'est pas le 48%, donc pratiquement jusqu'à croiser l'indifférence beaucoup plus que les régimes autoritaires. Donc l'imprégnation démocratique en 10 ans est sans doute
affaibli, d'autant plus que pour les élections qui suivent 2017, ce n'est que le 15 à 25% des voix que recueillent les partis politiques traditionnels. La violence est telle aussi que le discours sécuritaire des candidats est largement accepté. C'est ce qui va faire d'abord l'importance de tous les grands procès de corruption qui envoient en prison un nombre conséquent de ces dirigeants populistes, entre guillemets, de gauche. Le plus important de ces scandales de corruption en Amérique latine, celui de la première reprise de BTP du Brésil, qui apparemment a corrompu des hommes politiques et des dirigeants et des hauts fonctionnaires sur une grande partie du continent, jusqu'à toucher l'entourage de Lula lui-même, et sans doute Lula lui-même, qu'on représente là comme prisonnier avec cette présidente qui doit être empêchée, comme le demandent les manifestants. Scandale qu'on a appelé le scandale du lavage à taux, du lavage express, simplement, puisque c'est à la suite d'une découverte dans des lavages express de voitures par un juge de dossiers compromettants qui lui ont été donnés, que c'est très largement étendu, ce scandale-là. Donc un scandale qui frappe beaucoup de dirigeants, puisque même le président Garcia se suicide. La moitié du gouvernement de Temer, qui suit le pouvoir du Parti des travailleurs au Brésil, est inculpé directement. Et un tournant électoral majeur va se produire, si vous voulez, en 2017-2019. Nombreux sont les candidats qui, à ce moment-là, se présentent en dehors des partis politiques. C'est la première fois, par exemple, qu'au Mexique est élu en 2018 un candidat issu d'un parti politique tout à fait neuf. Colombie, on voit qu'il est encore plus original, puisque 30 candidats présidentiels se présentent appuyés sur un collectif d'électeurs et non sur les partis eux-mêmes. Donc, il y a peut-être des démarches nouvelles, mais qu'actuellement, on connaît mal. Mais c'est très important, puisque pendant ces 2 années électorales, 17, 18, 19, si vous voulez, les 2 tiers de la population changent de président. Même si le nombre de présidents femmes diminue considérablement, elles restent majoritaires dans les parlements. Alors, comment qualifier cette évolution assez brutale, un virage à droite, comme vous le dit la carte qui est en bas en 19, mais c'est peut-être plus compliqué, ou alors néopopulisme, je préfère ce cas. Dans le cas de Cuba et du Venezuela, la situation est totalement bloquée, puisque c'est plus de 5 millions de Vénézuéliens qui quittent le pays, je l'ai vu tout à l'heure, et que la présidence Trump n'arrive absolument pas à faire évoluer la situation. Donc c'est le départ définitif de tous ces dirigeants de la décennie rose. Le dernier à quitter le pouvoir, il en est pratiquement chassé, c'est Evo Morales, et l'élection de ces néopopulistes de gauche, de droite, ou même d'avant, comme quand élu Fernandez, un péroniste en Argentine, avec comme vice-présidente une revenante, Cristina Kirchner. Donc on voit bien que l'originalité, la nouveauté de ces dirigeants nouveaux, c'est d'abord qu'ils s'appuient sur des partis qui sont centrés autour d'eux, que ce soit le parti d'LMO, Andrés López Obrador, qui est tout simplement, qui s'appelle le Mouvement de Rénovation Nationale, Morena, en plus il a un petit côté brun qui peut ne pas déplaire à une partie de la population, ou le Parti social-libéral, dont le terme en lui-même pourrait nous sembler relativement contradictoire. D'autre part, au cœur des campagnes électorales qui ont conduit à l'élection de ces dirigeants, le rejet brutal, c'est ce qui a permis à Bolsonaro de se faire élire, de la corruption et de l'inefficacité des gouvernements. Enfin, notre dimension, qui est la dimension nationaliste. Elle n'est pas disparue, parce qu'elle est très importante, cette dimension nationaliste et patriote, mais on s'inscrit véritablement dans l'histoire nationale. Prenez l'exemple d'Andrés Manuel López Obrador, à chaque fois, le nom est un peu long à dire. Il considère même que lui, il engage la 4e révolution
mexicaine, après la conquête, l'indépendance, la révolution de 1910, il y aurait sa transition à lui qui transformerait totalement le pays. En même temps, on voit bien que dans le cas d'AMLO, il s'agit aussi de néoporphyrisme, j'y reviendrai tout à l'heure. Bolsonaro, lui, n'hésite pas, bien évidemment, à exalter la dictature. Alors, particularité au Brésil, le soutien très fort. Je n'ai pas évoqué le pape François, je comptais l'évoquer à un moment, non pas à Bolsonaro, le pape François, mais des évangélistes qui jouent un rôle de plus en plus important dans un grand nombre de pays d'Amérique latine. Mais au cœur, finalement, du programme électoral de ces deux vainqueurs, la lutte contre la criminalité. On verra qu'au bout de 2 ans, assombri par le Covid, le pari est loin d'être gagné. Malgré tout, on voit bien que ces dirigeants-là ont des victoires tout à fait incontestables. L'un comme l'autre ont entre 55% pour AMLO et 52% des voix. La victoire est spectaculaire, leurs adversaires sont laminés. Elle est complétée, on est presque en France, par une victoire réelle aux élections parlementaires qui accompagnent ces élections-là. Quel bilan peut-on faire après 2 ans finalement de pouvoir de Bolsonaro et d'AMLO, de ces néo-populistes? On a vu que d'abord, bien évidemment, AMLO, vous avez sur les photos là, s'inscrit vraiment dans la tradition mexicaine. Vous voyez, il a fait figurer dans ses slogans de campagne les 3 grands dirigeants de l'histoire mexicaine, Hidalgo, l'homme du cri, de l'indépendance, Madero, l'homme de la révolution de 1910, et Cardenas, le créateur du prix que j'évoquais tout à l'heure. Et il évoque des politiques qui ressembleraient à celles de Cardenas, alors qu'il va privatiser ce qui faisait l'orgueil des dirigeants du prix, qui était la très grande compagnie pétrolière Pemex, qui assurait des revenus conséquents au gouvernement lui-même. Alors, comment agit Bolsonaro à AMLO? D'abord, beaucoup de mesures symboliques d'économie. Il liquide le palais présidentiel, il liquide l'avion présidentiel. Bon, ça, c'est très symbolique. Il intervient très régulièrement dans les villages. Il a une conférence de presse quotidienne. Vous en avez une image en bas. Je ne sais pas s'il la tient toujours. D'ailleurs, je ne suis pas arrivé à savoir. Je sais que pendant 1 an et demi, il a eu sa conférence de presse quotidienne. Ça doit être assez épuisant. Et il n'a pas Twitter comme Trump, où il utilise moins, un véritable culte de la personnalité et une majorité au Parlement qui lui permet, dans un premier temps, de maintenir une politique d'aide, notamment aux pauvres, avec quelques programmes originaux qui représentent les programmes qui avaient été lancés au moment de la réforme agraire mexicaine, mais un peu dans l'optique des programmes de la Bolsa Familia, si vous voulez, au Mexique. Malgré tout, la croissance est faible et très vite, dès la fin de 2019, début 2020, il va être difficile de financer cette politique-là et il va se mettre à adopter une politique anti-inflationniste classique, notamment alors qu'il avait pris des positions très fortes contre les États-Unis et contre Trump. Bon, mais les rapports semblent, même sous Trump, se régulariser jusqu'à signer un nouveau traité commercial et participer à cette politique de renvoi de migrants au Guatemala. Vous avez tous entendu parler de ce train terrible qui traverse le Mexique, la Bestia, qui permet aux immigrants qui ont pu survivre à la traversée, éventuellement d'essayer de rejoindre le mur de la frontière américaine. Donc malgré sa très forte popularité, 60% encore au début de 2020, des difficultés qui sont des difficultés réelles. Quant à Bolsonaro, je vous ai montré 4, je vous montre là si vous voulez 4 images. D'abord, ses rapports avec Trump. Il est vraiment très fier d'avoir été reçu dans le bureau ovale. C'est son contact direct avec le peuple, notamment, rappelez-vous qu'il a été victime d'un attentat pendant les élections, donc il a peut-être contribué, il a failli passer d'ailleurs, à sa victoire elle-même. Et ses liens très très étroits avec les militaires. N'oublions pas que le Mexique a été pendant près de 12 ans une dictature militaire entre les années 60 et le début des années 80. Mais on voit bien que il est plus virulent, si vous voulez, c'est un nationaliste pur qui s'attaque violemment aux médias qui ne le contrôlent pas. Il est tout à fait hostile au mouvement de défense de l'environnement. Rappelez-vous les drames qui ont lieu et qui ont lieu régulièrement en Amazonie. Et il n'a pas de majorité solide au Parlement. Il transforme
véritablement son action en combat contre la gauche. C'est l'adversaire principal. Quant à son soutien aux militaires, il est absolument spectaculaire, puisque pratiquement il engage comme haut fonctionnaire près de 6000 officiers, alors que jusque-là, les militaires, c'est une tradition à ne passer dans le civil au service de l'État. Les militaires ne représentaient que 2 à 3 000 postes. Donc, des liens avec l'armée qui risquent d'être renforcés, puisque lui, par contre, a vu s'effondrer dès l'été 2020, 7% de soutien dans la difficulté. Mais dans les deux cas, on assiste quand même à de réelles difficultés dans la lutte, si vous voulez, contre la corruption. On voit bien qu'il n'y a pas encore de procès au Mexique. L'entourage de Bolsonaro a été touché à nouveau, sa famille notamment, par des accusations de corruption. Quant à la politique prioritaire qui devait être menée contre la violence, elle a échoué, puisque en 2019, en première année du mandat d'AMLO, il y a encore 30 000 morts violentes au Mexique. Certains, d'ailleurs, n'ont toujours pas été élucidés, comme ce massacre de plusieurs dizaines d'étudiants dans la région la plus dure du Mexique, dans le Guerrero, et dont on a fini par retrouver les corps qui ont manifestement été liquidés par la police en lien avec un des cartels de la drogue. Mais ça, c'est un des grands scandales, si vous voulez, qui secouent le Mexique. Sa réforme des retraites, pour le moment, Lopez AMLO lui-même est totalement, si vous voulez, captif de cette très faible croissance économique du Mexique, malgré le plan de développement qu'il avait tenté de lancer dès juin 2019, et malgré aussi ses conférences de presse quotidiennes, je vous disais, sa présence permanente, notamment auprès des syndicats, c'est le drapeau classique des syndicats des travailleurs mexicains, rouge et noir, et aussi l'importance donnée au lien avec la population indigène, la reprise d'un certain nombre de politiques indigénistes. Bon, j'aimerais vous donner quelques mots de conclusion qui n'est que provisoire. D'abord, on se demande quelle est la véritable recomposition politique qui est issue de ce passage d'un populisme de gauche à un populisme qui serait plus de crise. Est-ce qu'il y a une véritable... Quel est l'avenir des partis créés à l'occasion de ces élections-là? On n'en sait rien. La question clé qui a dominé notamment cette période-là est la question de la réélection, puisqu'on s'aperçoit qu'elle s'est posée constamment, notamment quand les présidents ont essayé de manipuler les règles électorales, comme au Nicaragua 2 fois de suite, au Honduras, au Venezuela en 2018, en Bolivie en 2019, ou au contraire, quand l'opposition parlementaire est arrivée et l'opposition dans la rue à chasser les présidents avant la fin de leur mandat, comme au Guatemala en 2015, au Pérou en 2018 ou en Bolivie en 2019. Vous voyez que finalement, on se demande quelle est la stabilité qui peut être issue et si les conquêtes démocratiques ne sont pas essentiellement liées à la croissance économique de l'époque. Si vous voulez, face à la très forte connexion Internet de l'Amérique latine, ça, si vous voulez, c'est une connexion qui est presque plus importante que la nôtre, aux revendications économiques qui vont bien évidemment se renforcer, le populisme se réduit à un discours mobilisateur, hostile à la démocratie représentative, mais on se demande si ces dirigeants, vu leurs moyens limités actuels, peuvent encore déboucher sur une dérive autoritaire. Le cas du Venezuela étant sans doute un cas à part. Il reste à savoir comment se comportera AMLO dans 4 ans, 3 ans et demi, où il pourra éventuellement envisager une réélection tout à fait contraire à la constitution mexicaine. En conclusion, et sans doute conforté par les drames que le Covid met à jour, pourquoi cette explosion de colère d'une nouvelle classe moyenne latino-américaine qui est née au début du 21e siècle. Je vous cite 2 analyses qui sont assez classiques, mais qui sont bien imprégnantes et qui peuvent aussi nous rappeler des réalités européennes. Classe moyenne anxieuse, angoissée, furieuse, mieux éduquée et très connectée, qui paie le prix des mesures d'économie appliquées ces dernières années et qui lutte désespérément pour ne pas retomber dans la pauvreté. Autre analyse d'un spécialiste de l'Amérique latine dans le New York Times,
ceux dont la situation s'était améliorée suffisamment pour désirer certaines choses, à présent les posséder, hein, et sont prêts à voter pour les représentants qui les représentent le mieux. Alors vous savez qu'il y a en France une tradition d'études latino-américaines avec notamment une maison de l'Amérique latine à Paris, un institut très important de Sciences Po qui publie très régulièrement sur l'Amérique latine, un centre aussi considérable à l'Université de Bruxelles. Et je mets à votre disposition ces 3 références qui sont faciles à trouver, bon, elles sont ni en anglais ni en espagnol, qui permettent de mesurer l'évolution entre la fin de la décennie rose et l'arrivée des nouveaux populistes actuels de la part de 3 grands spécialistes de ces centres de recherche. Le premier, cet article donc, de 2012 sur les populistes latino-américains, qui fait une historique, si vous voulez, qui remonte au 19e siècle. Un petit livre enthousiaste sur la décennie rose, en quelque sorte, de ce grand spécialiste qui est mort il y a quelque temps, si vous voulez, Georges Couffignal, facile à trouver aussi, et le bilan juste avant les élections de Bolsonaro et de MLO de l'actualité du populisme en Amérique latine par celui qui est le spécialiste français numéro 1, Olivier Daben, là aussi un extrait facile à trouver. Voilà, j'ai terminé un peu plus vite que prévu, je vous en remercie et je suis prêt à répondre aux questions qui pourraient m'être posées. Merci, Monsieur Portal. Alors, je vais vous laisser la possibilité d'activer vos micros. Si vous avez des questions, effectivement, là, vous avez possibilité de réactiver vos micros. On vous écoute. Ou même également, lever la main. Vous avez une option pour lever la main. Ça nous permet de voir effectivement qui souhaite prendre la parole. Elisabeth s'est connectée. Est-il exact que ce soit Obama qui ait fait construire le mur Alors, Obama n'a pas les fait... États-Unis? Oui, oui. D'abord, il y a une frontière qui est construite déjà sur une partie de ces 2400 km, je crois, qui vont du Pacifique à l'Atlantique et qui est renforcée par des contrôles de police et une border patrol, une police spéciale d'ailleurs, dont c'est la seule fonction. Ensuite, Obama n'a pas véritablement fait renforcer le mur, mais il a fait renforcer le contrôle frontière. Hein. Donc il n'y a pas eu, si oui, il n'a pas eu cette espèce de démonstration obsessionnelle de Trump qui voulait à tout prix construire son mur, le faire payer par les Mexicains, qui finalement n'a fait construire qu'une toute petite partie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier acte de sa présidence, pratiquement, ça a été d'aller visiter le Fort Alamo et d'exalter son mur qui n'est pas construit. Obama, par contre, a, ce qui est classique chez les démocrates, présenté un renforcement des mesures de contrôle que Clinton avait déjà largement fait, mais doublé d'un accès plus facile à la nationalité américaine pour les sans-papiers, et notamment pour ces enfants, ces fameux DACA dans le jargon américain, qui étaient arrivés mineurs et sans-papiers aux États-Unis. Mais il n'a pas fait construire le mur, mais si vous voulez, par contre, il a fait renforcer la politique qui visait à financer les Mexicains quand ils contrôlent les gens qui viennent du Guatemala et qui viennent du Guatemala de toute l'Amérique latine. Donc là, on a financé en quelque sorte le contrôle de l'île de Tehuantepec par l'armée mexicaine. Merci. Je vous en prie. D'autres questions peut-être ? N'hésitez pas, vous avez l'accès à vos micros, il n'y a pas de souci. Ou via la discussion, vous pouvez m'envoyer éventuellement une question, il n'y a aucun problème, je le vois. Bon, mais écoutez, apparemment, c'était très clair. Merci. Non, mais on n'a pas pris l'habitude, ça dépend sans doute des conférences,
de donner la parole. Bon, j'ai des petits messages qui arrivent. Merci pour cet exposé. Voilà, hein, par le chat, effectivement. Un grand merci. Bon, Monsieur Portal, un grand merci en tout cas. Et puis, on vous tient au courant, effectivement, s'il y a une possibilité de rattraper cette conférence du mois de Oui, novembre que effectivement, nous la n'avions pas conférence pu qui était faire. prévue Hein. au début Voilà. novembre sur les J'ai- 30 ans de la chute du mur de Berlin. Voilà, j'informerai les adhérents s'il y a une possibilité avec grand D'accord. plaisir. Bon, Merci à très beaucoup bientôt. et bonne fin d'après-midi. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.